The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Salut à tous et bienvenue sur ce 5e épisode des Pensées pour moi-même. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de Twitter. Alors Twitter qui s'est maintenant renommé X, il va falloir m'excuser parce que j'ai écrit la vidéo un petit peu avant le changement de nom et je l'avais pas prévu. Donc je voulais aborder la question de Twitter et du journalisme citoyen et je voulais tenter une comparaison avec des médias plus classiques. Donc si ça t'intéresse, mets-toi à l'aise et bon visionnage. Le 22 octobre 2022, Elon Musk a fait grand bruit en devenant officiellement le propriétaire de Twitter après un rachat à plus de 44 milliards de dollars. Mais je voulais me poser la question de ce que représente cet achat exactement. Est-ce qu'on parle de 44 milliards pour rendre le pouvoir aux citoyens ? Est-ce qu'on parle de 44 milliards pour propager des fake news ? Est-ce qu'on parle de 44 milliards comme le caprice d'un milliardaire excentrique ou de 44 milliards pour un renouveau démocratique ? Est-ce que Twitter est le futur de l'information ? Est-ce que c'est un média citoyen ou est-ce que c'est juste un lieu où se propage la haine et l'intox ? Écoutez, on va essayer d'y penser ensemble. Alors le premier point que je voulais aborder, c'est de savoir ce que vaut Twitter par rapport aux autres médias. Et pour moi, on peut établir une comparaison sur 4 points. Premier point, ce sera la question des fake news. Je tenais à dire qu'il est plus vraiment à démontrer que les médias mainstream, et accessoirement le gouvernement, ont l'historique d'avoir déjà publié des fake news, et parfois sciemment menti. Si on repart 3 ans dans le passé, on a le Covid, on a 2 ans dans le passé le vaccin, l'année dernière on avait la guerre en Ukraine, et j'en passe et des pas mûrs. On se rappelle aussi de CNN qui avait propagé la fake news selon laquelle il y avait des armes de destruction massive en Irak, ce qui avait servi au passage de caution morale, on va dire, à l'armée américaine pour pouvoir envahir l'Irak avec l'appui et le soutien populaire. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit encore à prouver que les médias institutionnels nous mentent. Alors le truc c'est que ça peut arriver à tous, grands médias ou non, de se tromper. Là, la question c'est pas de se tromper. Ce qui me dérange c'est surtout l'hypocrisie de la situation. Parce que quand quelqu'un, une personne ou une organisation non adoubée par l'establishment dit quelque chose de faux, eh ben on a les médias qui s'empêchent de hurler à la fake news. Mais quand les médias eux-mêmes se rendent coupables, on parle d'erreur éditoriale. Donc je trouve l'erreur quand même assez pratique. Et vous savez ce qu'on se dit d'une personne qui nous ment une fois, qu'est-ce qui l'empêche de nous mentir 2 fois et 10 et 100. Je pense que là on a la racine, on est vraiment à la racine de ce qui cause la défiance populaire vis-à-vis des médias classiques. J'entends souvent des journalistes s'offusquer du fait que c'est terrible, les gens ne croient plus en les grands médias. J'ai envie de vous dire que si vous commenciez par moins mentir, on vous ferait peut-être un petit peu plus confiance. En général, ça c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, utilisez si vous voulez la question des fausses informations qui sont parfois effectivement propagées sur Twitter comme un argument pour remettre en cause la légitimité du réseau face aux médias traditionnels. Je trouve cet argument non pertinent. Donc mon premier point ce sera celui-ci. Les fake news, ça n'est pas et ça ne sera jamais un phénomène spécifique à Twitter. Le deuxième axe d'analyse pour moi, la deuxième comparaison possible avec les grands médias, c'est sur la question du pluralisme. Celui-là, je sais qu'il va faire grincer des dents, parce que sachant que beaucoup de personnes nous disaient qu'après le rachat par Musk, on allait avoir le droit à un déferlement de haine sur la plateforme. Alors par haine, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Haine, ça signifie opinion contraire aux miennes, en général, c'est ça que ça veut dire. Ils en voulaient pour preuve l'annulation du ban de Trump, de Tate, de Jordan Peterson, etc. Sur la plateforme. Mon avis, c'est que les voix qui ont arbitrairement perdu le droit de siéger dans les médias classiques retrouvent une certaine place dans le débat démocratique. Et si l'on veut se considérer comme vivant dans un régime démocratique, et le démos, le peuple dans son ensemble, doit pouvoir s'exprimer. Qu'on soit d'accord avec lui ou non, si on vit en démocratie, aucune voix ne doit être muselée. Et franchement, je me dis que ça vaut mieux que Threads, le Twitter version Wish de Mark Zuckerberg, qui se veut être un lieu sans haine et amical, enfin en somme une version épurée de la réalité, et un lieu où la pensée doit s'exprimer dans des bornes strictement définies, et donc un lieu où la pensée n'existe pas.
Pour revenir sur la question du pluralisme, je voulais juste exprimer le fait que quand on regarde BFM par exemple, on sait qu'on a des infos qui vont dans un certain sens, quand on regarde CNews dans un autre, et quand on va sur France Info encore dans un autre. Donc le truc c'est que si on veut avoir tous les sons de cloche en même temps à la télé, il faut zapper et espérer que le sujet qui soit traité sur une chaîne X, l'est traité en même temps sur la chaîne Y. Et je pense que ça c'est assez difficile pour entendre plusieurs sons de cloche, surtout si, je sais pas moi, si on regarde un sujet particulier sur BFM, si on zappe sur CNews, ce sera un sujet différent, donc en fait on aura un son de cloche à un instant donné, et on aura plus d'efforts à faire pour avoir d'autres sons de cloche, d'autres opinions, d'autres pensées, d'autres idéologies. Ce qui est bien sur Twitter, c'est qu'ils sont tous là. C'est-à-dire, si on veut savoir si on veut connaître la position de BFM sur un sujet donné, on va sur le compte de BFM. Si on veut la posture de CNews, on va sur le compte de CNews. Et si on veut la posture d'individus, on va sur leur compte à eux. C'est beaucoup plus facile d'accéder à une information diverse et plurielle sur Twitter. Donc ça, pour moi, ce sera le second point. Le troisième point, c'est que sur Twitter, on avance très souvent à visage découvert. Alors, je m'explique sur ce que j'entends par là. Ce que j'apprécie sur Twitter, c'est que la plupart des individus, de manière générale, alors ça vaut pas par exemple pour le compte Twitter de BFM, de CNews, de France Info, de blablabla, ces médias institutionnels qui ont migré dans une certaine mesure sur Twitter n'affichent pas ostensiblement leur couleur politique. En revanche, les individus qui s'expriment sur Twitter, très souvent, alors c'est sous couvert d'anonymat, on est bien d'accord, mais c'est vrai que quand on va sur un profil, on va voir je suis nationaliste, ou ouais, je suis communiste, ou ouais, je suis ce que vous voulez, ouais, je suis macroniste, blablabla. Donc c'est sous couvert d'anonymat, c'est toujours plus facile d'assumer ses idées quand on montre pas son visage et quand on ne montre pas son nom, mais au moins on sait d'où ça vient, on sait d'où parle la personne. Pour moi, c'est une posture qui fait réellement la différence par rapport aux grands médias. Par exemple, la gauche, en tant que famille politique, nous demande souvent de dire d'où l'on parle pour situer le courant de pensée ou le positionnement général de la personne qui s'exprime. Et en soi, je trouve pas l'idée idiote. Parce qu'on sait en fait grosso modo à quelle pensée rattacher l'opinion en question. On sait d'où ça vient. On peut avoir une idée de la base, si vous voulez, la fondation idéologique qui sert de base à l'idée qui est exprimée. Et cette idée-là, je la trouve pas débile, en fait, on n'est pas pris en traître, c'est ça que j'apprécie. Donc contrairement aux médias classiques qui font passer de l'opinion pour du travail journalistique qui est censé être un simple rapport de faits objectifs, mais qui le plus souvent est de l'interprétation orientée d'un phénomène. Donc le problème avec ça, c'est qu'on a en général, si vous voulez, de l'opinion déguisée comme un rapport de fait. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît et qu'on ne trouve pas sur Twitter. Et il y a un quatrième point pour moi qui fait aussi la différence par rapport aux médias classiques, institutionnels ou mainstream, appelez ça comme vous voulez, c'est la vitesse de déploiement des infos. Parce que bien souvent, en fait, les informations arrivent beaucoup plus vite sur Twitter que sur les médias mainstream. Alors, dans un monde où tout va si vite, je pense qu'être sur Twitter, c'est ne pas être laissé sur la touche. Donc, alors, après, avec tout ça, si vous voulez, c'est pas étonnant que de plus en plus de personnes se dirigent vers des sources d'informations moins validées, moins institutionnelles et moins formelles, mais plus honnêtes, qui nous montrent ce que ne nous montrent pas tous les grands médias. Et c'est agréable, parce que Twitter, donc oui, on va pas se mentir, le réseau n'est pas parfait. On reparlera d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo des critiques et des reproches qu'on peut faire à Twitter, mais je suis content que sur Twitter, il y a des personnes comme Joe Rogan, comme Juste Milieu, comme des personnes comme ça, qui peuvent apporter une voix un petit peu dissonante par rapport à ce qu'on peut entendre dans les grands médias, parce que c'est vrai que ce qu'on entend dans les grands médias, hormis quelques divergences de détails, si vous voulez, le narratif est de manière générale très souvent le même, et je trouve qu'aller sur Twitter, c'est une bouffée d'air frais, si on veut entendre quelque chose qui diverge un peu d'une pensée qu'on pourrait qualifier de dominante. Maintenant, il faut juste se poser la question aussi de la légitimité des informations présentées sur Twitter. Parce que là, quelque part, on vient d'admettre que Twitter n'est au moins pas pire que les médias classiques, mais est-ce que c'est mieux ? Alors, fact-checking, fake news, désinformation, complotistes, comment démêler le vrai du faux et comment faire confiance aux informations sur Twitter ? J'ai envie de vous dire que la question est légitime vis-à-vis de chaque source d'information qui existe. L'avantage de Twitter en référence à la légitimité de l'information par rapport aux sources plus classiques est non négligeable. C'est la possibilité de voir n'importe quel tweet être vérifié par la communauté, et ça pour moi ça fait une grosse différence.
On a tous déjà vu le petit encart sous certains tweets qui remettent en contexte l'information fournie et qui vérifient les faits en se basant sur d'autres sources. C'est absolument génial. Ce truc-là, c'est absolument génial. C'est comme ça que des voix dominantes ou des voix d'autorité peuvent être remises en question si leurs propos contredisent trop frontalement le réel, ou si on est trop sur de l'interprétation, si on s'écarte trop des faits. Et ces corrections, en général, elles arrivent assez vite. Ça m'arrive de liker un tweet et de le revoir dans la demi-heure avec la correction de la communauté. Donc on va avouer que c'est pas mal pour légitimer les informations partagées sur Twitter. Moi je vous pose la question, est-ce que c'est valable lorsqu'on regarde BFM? Est-ce que c'est valable lorsqu'on regarde CNews, CNN, Quotidien, etc. Franchement, répondez honnêtement. Est-ce que les informations qui sont présentées sur ces médias mainstream, les informations qui sont présentées sur ces grands médias, est-ce qu'on a la possibilité, nous, en tant que spectateurs, en tant qu'auditeurs, de les voir être remises en question? Très clairement, vous le savez comme moi, non. En fait, quand on entend une information être présentée sur BFM, le fact-checking, si on veut qu'il soit fait, il faut le faire nous-mêmes. Le truc, c'est qu'on n'a pas tous le temps de le faire, qu'on n'a pas tous envie de le faire. Donc on a plus tendance, quand on regarde ce genre de grands médias ou quand on lit des médias, parce que ce que je dis, ça vaut pour la télé, mais ça vaut aussi pour la presse écrite, on a plus tendance, quand on est sur Twitter, à avoir des informations remises en question, et ça, en termes de quête de vérité, j'ai envie de dire que c'est vraiment pas mal. Même moi, en vrai, je vais vous dire, j'ai déjà relayé un tweet, un ou plusieurs d'ailleurs, qui ont été corrigés, et j'en suis reconnaissant. Ça m'a donné la possibilité de comprendre l'information de manière plus objective, et ça m'a permis de comprendre que j'avais propagé une information qui était pas la plus pertinente possible. Alors ce que j'avais partagé n'était pas faux non plus quand même, mais en tout cas la remise en contexte que la communauté, alors c'était pas mon tweet, c'était un retweet, mais bref, la remise en contexte qu'avait fait la communauté était extrêmement pertinente, et ça m'a permis de considérer l'information avec plus de précision. Donc ça, pour moi, la correction de la communauté, c'est un immense avantage qu'a sur Twitter vis-à-vis des médias mainstream, en tout cas si la vérité et si l'objectivité est quelque chose qui nous intéresse. Je vais même vous dire un truc, je pense que l'information sur Twitter est même plus légitime que celle des grands médias. Déjà, donc grâce aux notes de la communauté, mais surtout grâce à l'absence de monopole de l'information. Parce qu'au final, quand on réfléchit, d'où vient la majorité des infos en France? Ça vient de l'AFP. D'où vient la majorité des informations aux États-Unis? De la Associated Press. Et d'où viennent les informations britanniques? Ça vient de Reuters. Donc tout ça, ce sont des agences de presse qui servent de source à la majorité des grands médias. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'il n'y a pas de souci à s'abreuver, à ne s'abreuver qu'à une seule source. Si l'eau de cette source est pure, si et seulement si l'eau de cette source est pure. C'est problématique si elle est contaminée. Parce que si une seule nouvelle fausse émane de l'AFP, et c'est l'ensemble des rédactions de France qui est contaminé. Et pour moi, ça pose problème, d'où l'absence de monopole de l'information comme bénéfice de Twitter vis-à-vis des grands médias. J'enjoins sincèrement ceux qui vouent une confiance aveugle aux grands médias, à l'autocritique de leur propre faculté de jugement, et à leur capacité à démêler le vrai du faux avant de s'attaquer à un réseau qui, dans son imperfection, a le mérite de laisser toutes les opinions s'exprimer. Parce qu'au final, posez-vous la question, si on restreint la libre circulation des idées, est-ce qu'on se rapproche ou est-ce qu'on s'éloigne de la vérité? Je pose ça là. Mais même si on apprécie le réseau, force est de constater qu'il a des failles. L'un des principaux problèmes de cette plateforme, selon moi, c'est justement ce qui fait sa spécificité, les 140 caractères, et donc le manque d'espace que l'on a pour développer une pensée. Je pense que ça a la tendance à créer une forme de culture de la punchline qui nous force à être le plus percutant, mais aussi le plus virulent possible dans nos réponses. Twitter a ce gros désavantage qu'il polarise plus qu'il ne rassemble. Et là, c'est un point qui me dérange réellement, donc c'est l'absence de place laissée à la nuance, et donc la tendance à l'hyperpolarisation d'une société qui l'est déjà. Je pense pas que Twitter ce soit un merveilleux outil pour unir les gens au sein d'une société. C'est un excellent outil pour que les gens puissent s'exprimer au sein d'une société, mais c'est malheureusement pas un bon outil pour unir les gens au sein d'une société. Alors vous allez me dire, oui, on peut développer une pensée en plus de 140 caractères si on souscrit à l'assertif de Twitter. Ensuite, on a une limite des tweets de caractères, à 25 000. Maintenant, est-ce que tous les citoyens peuvent se permettre de dépenser 100 € par an dans un réseau social? C'est pas sûr. Un autre problème, pour moi, plus mineur, on va dire, c'est la présence de contenu parfois ouvertement pornographique sur Twitter. J'avoue que je vois ça comme de la pollution. On est tous déjà tombés sur ces femmes qui font la promotion de sites type OnlyFans sur la plateforme. Donc, si tu veux ouvrir OnlyFans, libre à toi, mais Twitter c'est plutôt conçu comme un dealer d'opinion, pas comme un dealer de sexe. Donc ce que j'en pense, si tu veux faire la promo de ton OnlyFans, tu vas sur Instagram, tu ouvres une chaîne YouTube d'ASMR pour t'en servir de tremplin, comme tout le monde,
mais tu laisses Twitter à ceux qui veulent de l'opinion et pas du physique. Donc maintenant, prenant ça en compte, on peut se poser la question de quel avenir est plausible pour la plateforme. On pense à ce qu'on veut d'Elon, le mec innove. Imaginer un Twitter similaire dans 5 ans à ce qu'il est aujourd'hui, ça me semble pas une option, et certains commentateurs prévoient même que Twitter pourrait commencer à héberger des formats, des vidéos long format. Quand on connaît la popularité du format vidéo, c'est pas impossible que le réseau migre vers un business model peut-être plus axé sur l'image que les mots, et pourquoi pas voir émerger des podcasts sur le réseau, comme c'est le cas sur YouTube. En fait, j'imagine assez bien un futur Joe Rogan se développer sur la plateforme, par exemple. Et on rajoute à ça la promesse tenue par Elon de rémunérer les créateurs, ça a fait grand bruit il y a peu, les revenus publicitaires grosso modo sont reversés aux créateurs sous condition d'impression, sous condition d'avoir l'assertif, sous 2-3 autres conditions, etc. Mais bref, les revenus publicitaires sont reversés aux créateurs. Je pense que ce simple fait, ça va permettre à la plateforme d'attirer de plus en plus de personnes qui souhaitent s'investir dans le fait de diffuser de l'information. On peut facilement imaginer la plateforme devenir plus populaire suite à ça. Une fois que le mot se sera propagé, vous allez voir que tous ceux qui veulent gagner de l'argent vont vouloir y aller. C'est une nouvelle manière qu'on a de gagner de l'argent sur Internet. Donc tout ça, bien sûr, si, et seulement si, la plateforme réussit à être viable financièrement parlant, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, en tout cas de la bouche même d'Elon Musk. Maintenant, en ce qui me concerne, je lui fais confiance. Donc ma conclusion sur la question, ce sera celle-ci. On mesure la propension d'une société à chercher la vérité, à la liberté avec laquelle circulent les informations. Vouloir empêcher les idées de circuler revient dire qu'on a atteint le point final d'une parfaite organisation sociale et culturelle. Vouloir empêcher les informations de circuler revient à dire que l'on a déjà trouvé la vérité et que sa remise en question constitue un blasphème. Vouloir empêcher les idées de circuler est une des caractéristiques définissant le totalitarisme. Alors c'est pas la seule, mais c'est un indicateur assez pertinent. La volonté totalitaire, je pense, se trouve réalisée quand on commence à considérer qu'une vérité finale a été excavée et que sa remise en question est interdite. C'est un point commun qu'avaient les nazis et les soviétiques, c'est aussi le cas de la plupart des sociétés basées sur des religions. Est-ce que c'est là la société que vous voulez ? Je sais que c'est pas celle que je veux. Une société qui a à cœur de chercher le vrai, une société scientifique, ne pourrait tolérer une restriction de la diffusion des idées, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi je pense que l'initiative d'Elon de transformer Twitter en une agora, en un lieu où règne la liberté d'expression, en un oasis d'information libre et un lieu où, au moins en intention, le savoir est roi, cette initiative est louable. Alors, est-ce que tous les utilisateurs partagent cette vision ? Bien sûr que non, mais en ce qui me concerne, en élargissant la population de personnes proposant des idées et ayant la possibilité de proposer des idées, on augmente les probabilités qu'une idée nouvelle, bonne, pertinente, vraie ou sensée émerge. Parce qu'au final, c'est comme ça que fonctionne la pensée. C'est comme ça qu'elle a toujours fonctionné. C'est le fruit d'une longue chaîne de transmission d'informations qui se perpétue depuis des millénaires. Elle s'est construite sur les épaules de géants, et grâce au journalisme citoyen, il ne tient qu'à nous d'être les géants sur lesquels s'érigera la pensée de demain. Merci d'avoir regardé jusque-là, et si t'as trouvé ça intéressant, lâche un like et abonne-toi. À bientôt.